Bonjour à tous, ici Piano San Giorgio. J'ai le plaisir de m'entretenir à nouveau aujourd'hui avec Anatoly Livry. Anatoly n'a plus besoin d'introduction, mais c'est un grand connaisseur de Nietzsche. C'est un enseignant, notamment à l'université Sophia Antipolis dans le passé. Puis aujourd'hui, en Suisse, c'est une des, comment dire, des éminences grises de certaines intelligentsias de la Suisse. Et ça faisait plus d'un an que nous ne nous étions pas parlé ici. Et tu as des actualités, tu as aussi pas mal d'informations. Et peut-être tu vas commenter aussi l'actualité brûlante de ces derniers mois. Il y a toujours une guerre en Ukraine, il y a toujours une guerre au Moyen-Orient, ça fait 2000 ans que ça dure. Et donc, c'est intéressant d'avoir ton avis sur d'abord ton actualité. Bonjour Anatoly. Bonjour Pierrot. Chers spectateurs, bonsoir plutôt parce qu'on ne s'est pas vu depuis plus d'un an et demi. Et pendant cet an et demi, je me suis vraiment lancé dans une série de hum, séminaires privés qui ont eu leur aboutissement à des universités étrangères et donc qui sont soldés par certaines publications. J'étais extrêmement nuisible également à l'université française, je me souviens, c'est mon alma mater. J'étais donc, d'abord, je commençais mon enseignement à la Sorbonne, puis je suis devenu docteur de la seconde université française où j'ai enseigné, où le responsable de la slavistique m'a invité, suivant le principe l'ennemi de mes adversaires est mon allié. Et c'est là-bas que je suis devenu docteur en littérature comparée, et ma thèse de doctorat étant consacrée à Vladimir Nabokov et Friedrich Nietzsche. Ce sont les sujets tabous, puisque effectivement, avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de certains en France, pas en Union soviétique, et avec certaines universités, ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en juillet 2011 sur Nabokov et Nietzsche a été plagiée et il est important de souligner que plus de en fait, 6 professeurs qui étaient membres du jury international de ma thèse de doctorat sont tous alignés et en quelque sorte devenus les soutiens muets de plagiaires. Et c'est une vieille histoire de 2011 et depuis ce temps, je me suis intéressé à ce que dans mes publications, également en langue française, j'appelle la sélection cérébrale négative qui se pratique chez nous en Occident et qui touche naturellement l'Eurasie par les universités russes. Ce qui m'amène à un constat négatif, un constat pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Notamment, cher Pierrot, tu te souviens, tout ce que j'ai dit sur l'impossibilité de réforme lors de notre entretien il y a un an et demi a abouti. Tous mes projets où j'ai expliqué pourquoi l'analyse, pourquoi le langage marxiste qu'on utilise n'est plus valable et pourquoi aucune réforme n'est plus possible. Mhm. Ça tient toujours. et, eh bien, quelle est mon activité principale depuis? C'est depuis que ma thèse de doctorat a été plagiée ma thèse de doctorat française a été plagiée en Grande-Bretagne avec l'approbation active parfois silencieuse des milieux académiques. Je me suis intéressé
je me suis penché sur la sélection cérébrale négative. Je vous envoie, chers spectateurs, à mes publications à ces propos, notamment en langue française, qui ont été faites au Canada, dans l'art franc, au Québec, naturellement, en langue française, et également dans les revues scientifiques russes et russo-américaines, russo-états-uniennes. Vous verrez un constat pessimiste, c'est-à-dire en quelque sorte, je vous prédis votre mort imminente en tant que civilisation, parce que, en me référant à des travaux des anthropologues et des spécialistes des cerveaux, des vrais spécialistes des cerveaux, professeurs en médecine qui ont passé toute leur carrière à découper cet organe, je analyse nos sélectionneurs, des sélectionneurs, autrement dit, des professeurs universitaires, notamment de France, les membres de l'Institut de France, notamment, sur le plan simiesque. Autrement dit, on prend les ancêtres de ceux qui ont précédé Homo sapiens sapiens. J'expose les besoins basiques, les besoins animaliers de ces créatures, autrement dit, les nécessités de ressources, de reproduction. Et je vous signale que la homosexualité qui est promue chez nous en Occident, c'est une autre forme de reproduction, c'est-à-dire zéro reproduction, naturellement, qu'il faut aussi analyser comme les autres, et naturellement, le réflexe simiesque de domination sociale. Et je démontre que certains, qui sont majoritaires, de nos professeurs universitaires qui proclament notamment publiquement une certaine forme de dextérité académique, sont esclaves de ces trois besoins brutaux. Donc, pour cela, j'utilise sans vergogne les procédés de l'université française, de l'université allemande, de l'université suisse, université avec un U majuscule, c'est-à-dire l'ensemble de nos facultés, et je étale le parcours des membres de l'Institut de France depuis le début de leur carrière jusqu'à leur âge très avancé. Donc, et je démontre sans scrupule devant ceux qui financent nos universités en Suisse, c'est-à-dire les familles qui font en sorte que l'argent afflue à des fondations académiques, comment ceux que chez nous, à la droite politique, glorifie, comment ils ont procédé à la fois en tant que scientifique et également, ce qui est peut-être davantage plus important, en tant que sélectionneur de nos élites. Pourquoi une certaine droite francophone en Europe agit de façon paranoïaque. Très intéressant. Pourquoi à chaque fois qu'ils se font élire, pourquoi ils trahissent toujours leurs promesses et pourquoi
je parviens à cette idée, même si on leur offre, par exemple dans le cadre franco-français, germano-Bundesrepublik, etc., la totale liberté d'agir, eh bien, ils seront incapables de réformer quoi qu'il soit. Et je, par exemple, et je le présente auprès de fondations, notamment aux États-Unis. Pour cela que j'ai dû me mettre aux langues de maître, à savoir à l'anglo-américain, ce que je déteste. Et surtout dans la mesure où je suis, malgré mon accent russe, une parfaite incarnation de Suisse allemand, j'ai agi auprès des immigrés germanophones, disons au nord du Mexique, au nord de la frontière septentrionale du Mexique. Autrement dit, je interviens auprès de ces élites européennes, natives en Europe, qui ont soutenu Donald Trump, notamment, ça me fait plaisir de réunir les germanophones qui entourent Peter Thiel, et j'explique comment, par exemple, serait le destin de ces multimilliardaires soutiens de Donald Trump, d'ailleurs une autre personne germanique, si il si ces multimilliardaires avaient le malheur d'être pris en main par des professeurs universitaires français et même de droite, n'est-ce pas? Notamment, il y a quelques semaines, l'ex-professeur à la Sorbonne, Chantal Delsol, a invité Peter Thiel à l'Institut de France, et une certaine droite a exalté cette démarche. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé devant une certaine droite politique autour de Peter Thiel qui finance les universités telles que Princeton, Harvard, et surtout les universités californiennes, d'où ces germanophones sont sortis, diplômés en philosophie des politiques. Et j'étale là-bas mon propre expérience avec les membres de l'Institut actuel, avec Chantal Delsol, avec Pierre Brunel, avec Jean-Robert Pitt, et les personnes qui ont reçu récemment le prix de l'Institut de France. N'est-ce pas? Je le fais j'ai d'autant plus droit de le faire car je suis un spécialiste, notamment calomnier, mais toujours spécialiste de Paul Claudel. C'est moi qui effectivement fais la découverte sur l'influence de l'empereur Julien l'Apostat sur Tête d'Or, publication qui a été effectuée à l'époque par l'ancien directeur de la faculté d'études grecques à la Sorbonne, professeur Alain Billot, qui était mort récemment au mois de mai 2025, et avec qui j'ai entretenu une certaine correspondance qui a beaucoup intéressé également ces financiers des universités occidentales. Et effectivement, ce qui a poussé énormément mon action, c'est l'arrivée d'une nouvelle administration à Maison-Blanche
qui a commencé par nettoyer les écuries de GIAS, à savoir les universités, et surtout en fait, l'ensemble de l'Office fédéral de l'éducation aux États-Unis, ce qui a fait en sorte que des centaines de professeurs universitaires wokistes ont commencé par fuir les universités américaines et un certain ancien président de la République française, à savoir François Hollande, devenu député du Parti socialiste cette fois-ci. De toute façon, il n'arrête pas ces grands hommes politiques, grand largeur naturellement. Il a pondu un projet de loi sur l'asile scientifique, c'est-à-dire copier en quelque sorte la loi qu'avait promue Poutine au début des événements d'Ukraine, n'est-ce pas? L'opération spéciale, mais pas comme on disait, pour ne pas dire la guerre, on disait les événements d'Algérie à l'époque, donc les événements ukrainiens. Et on a offert une forme d'asile scientifique aux professeurs occidentaux, et donc qu'est-ce qui a fait notre brave Flamby, le député? Il a pondu un projet de loi sur l'asile scientifique de professeurs américains wokistes. Et comme souvent dans les sociétés soviétiques, on va plus vite que la musique, c'est-à-dire les fonctionnaires, les apparatchiks obéissants vont plus vite que la musique. Par conséquent, même avant que cette loi n'ait pas ça, en France, certains en France qui appauvrit, qui ne maîtrise plus du tout sa dette, certaines universités, comme l'université de l'Aix-en-Provence, etc., ont offert des centaines de postes à ces wokistes, ce qui coûte des millions d'euros et ce qui, en quelque sorte, prive les professeurs universitaires français, eux aussi fréquemment tournés vers une certaine idéologie de leur poste. C'est-à-dire, d'un côté, ils n'arrivent pas, c'est interdit de ne pas s'attaquer à Donald Trump, mais de l'autre côté, nos professeurs universitaires français essayent de protéger leur poste. Donc, on est dans une situation assez cocasse et, naturellement, sous quel prétexte offre-t-il l'asile scientifique en France? C'est que, selon les versions officielles promues par l'ancien président François Hollande, eh bien, aux États-Unis, il n'y aura pas de liberté scientifique suite à l'arrivée de Donald Trump. Ce serait devenu le pays, le centre, l'épicentre de l'obscurantisme mondial. Et mon rôle aussi, c'est de prendre mes relations scientifiques avec l'université française et plus précisément les cours que j'ai faits depuis 2011 à l'intention de mécènes académiques et le cours qui est intitulé les 17 000 fautes ou falsifications graves des professeurs universitaires français, cours que j'ai fait naturellement pour satisfaire mes besoins pécuniaires. Qu'est-ce que j'ai fait? Je coupe les subventions destinées à des facultés où travaillent des falsificateurs français et ces falsifications, par la suite, je les dirige vers moi. Donc, je ne pratique pas le héroïsme gratuit. Et maintenant, depuis que cette loi de l'asile scientifique, le projet de loi est pendu en France, eh bien, la guerre
entre les deux tours occidentales se poursuit, sur le plan idéologique, à savoir la France, héritière du putsch de 1789, qui se croit toujours le flambeau de l'esprit humain, et les États-Unis, soudain devenus obscurantistes. Et donc, tant qu'il y a les grands discours qu'on prononce dans les universités françaises, je traduis mes anciens séminaires suisses en anglais et en allemand pour ceux qui entourent Peter Thiel aux États-Unis, et je leur délivre gratuitement, en ridiculisant naturellement François Hollande, son projet de loi, et les idéologues des universités francophones, en démontrant précisément qu'est-ce qui c'est, en effet, cette fameuse liberté scientifique française, qu'est-ce que c'est cette excellence universitaire française qu'on glorifie tant, et surtout comment l'establishment français, académique français, réagit à une critique universitaire, c'est-à-dire on effectue les dépositions auprès du procureur de la République. Tout ça traduit en allemand et en anglais, et aussi dans les versions françaises originales, circule en Occident. Et c'est aussi, je suis fier de me glorifier naturellement, qu'il n'y a aucune relation honteuse de la part des Maisons Blanches actuelles suite à la décision de la République française d'offrir asile politique scientifique à des wokistes américains. Et naturellement, ce que je déballe aux États-Unis, et notamment chez nous en Suisse, c'est mon expérience de plus de 13 ans avec le Conseil national des universités que Maurice Thorez en 1945 avait, le projet dont Maurice Thorez a apporté de l'Union soviétique, ce qui est en fait le Conseil national des universités qui a commencé son existence à Moscou et aussi à Leningrad en 1932. C'est le projet stalinien de unification de la sélection des sélectionneurs, c'est-à-dire comment on forge les cadres d'un État qui proclame, je ne veux pas parler de totalitarisme, d'une forte pensée unique, disons cela, et cette façon de sélectionner les cadres a été appliquée de 1945 à la République française, et notamment si vous regardez mes publications, également en langue française, vous verrez comment je démontre cette sélection négative qui a été institutionnalisée en France depuis 1945, c'est-à-dire cette université française avec un grand U, qui a progressivement, donc, il y avait en quelque sorte, comme je les nomme, les brahmanes académiques, et bien progressivement les commissaires ont revêtu les habits de ces brahmanes, donc progressivement, à partir de 1945,
la caste inférieure se glissait à la place des castes sacerdotales, mais naturellement, elles avaient encore les réflexes, elles connaissaient encore les, les, la mode de se comporter des brahmanes. Donc, elles pouvaient encore, pendant quelques décennies, jouer ce que d'authentiques ponts du savoir français étaient. Donc, ils pratiquaient plus le savoir, plus la liberté de penser, mais seulement la gesticulation et les habits. Pour cela, je démontre beaucoup les comportements et les actes réels de membre de l'Institut de France actuel. Et par la suite, peu à peu, il y avait les castes de plus inférieures qui ont revêtu les vêtements de la caste sacerdotale. Et là nous avons l'authentique Chandala qui se prévaut toujours de l'université française, qui est devenue, si vous savez, naturellement, chers spectateurs, qu'est-ce que c'est? C'est réflexe socratique, n'est-ce pas? La fameuse Michelle Marchand, lorsqu'elle a préparé la campagne présidentielle en 2016-2017, cette sommité politologique qui est Emmanuel Macron, elle a tenu de faire de lui un conseiller privilégié du philosophe, bien apprivoisé naturellement, universitaire français, qui est Paul Ricoeur, n'est-ce pas? Et il y avait toute une idée de le faire vendre Macron, ministre des Finances, de même François Hollande, totalement inconnu encore comme le conseiller académique des philosophes français, son bras droit. Donc, oui, il y a cette arrogance française totalement socratique et il faut faire, il faut avoir ce dossier précieux que j'ai réuni et pour démontrer le fonctionnement réel de ce qui est devenu l'université française. Et par ailleurs, qu'est-ce qui se passe? En quoi est dirigée mon action? C'est de traduire une part de mon activité en russe et le balancer dans le monde eurasien, comme dit Dougie. Autrement dit, dès que je recevais un document du Conseil national des universités français, dès que je retrouvais une nouvelle suite de falsifications des professeurs universitaires français qu'il est interdit de critiquer sous les menaces du procureur de la République, eh bien, je le traduisais en russe, je le publiais également dans les universités russes, et puis, si vous me suivez, naturellement, il y avait des nuances semblables que, par exemple, j'étais invité à la télévision d'État de Biélorussie, je suis intervenu devant des millions de spectateurs, et puis ça a passé, mes interviews ont passé sur YouTube, et qui ont recueilli des millions de spectateurs. Et là, on m'écrit tout de suite, Monsieur Livry, personne ne s'intéresse à la télévision de Biélorussie. Ben, moi, vous savez, je ne suis pas trop Pas spectateur. sectaire. Donc voilà, je ne suis pas du tout spectateur de ces choses-là. Mais ce qui était important,
c'est que cette chaîne qui m'a grandement fait connaître dans le monde russe a fait circuler mon interview à des millions de spectateurs quelques jours avant le voyage du président Loukachenko, président biélorusse, en République populaire de Chine. Et là, euh, c'était en 2022, il y avait des universités chinoises qui m'ont contacté car ils se sont également penchés sur la sélection cérébrale négative qu'on pratique en Occident, c'est-à-dire tout simplement, Monsieur Livry, démontre-nous votre expérience de Conseil national d'université français pour que nous, chez nous en Chine, nous ne tombions pas dans ces pièges. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, la plupart de ces travaux, mes travaux sur la sélection cérébrale négative pratiquée en France, est également traduit dans les langues chinoises que je ne connais pas, car je ne pratique ni mandarin ni cantonais, sauf que le cantonais, c'est la seule chose, mais effectivement, mais suite à cette rupture avec l'Occident, il y avait aussi un grand retour de ce qu'on appelle le monde russe vers la Chine, et donc l'establishment chinois se tourne vers la Russie, ce qui fait que l'université de Shanghai, l'université même de Hong Kong, certaines d'autres universités au nord-est de la Chine, comme celle de Harbin, m'invitent pour que je parle là-bas, cette fois-ci en russe, tout simplement, parce qu'il y a énormément d'échanges en russe, et dans les mesures, aussi un autre fait, dans la mesure où la diaspora chinoise est toujours tournée vers sa patrie, on m'organise déjà depuis le milieu académique chinois pour que je décrive ce désespoir français, car lorsqu'on fabrique des falsificateurs de façon institutionnelle, aucun espoir salvateur n'est possible. Eh bien, il y a, comme vous savez, d'autres pays de BRICS où il y a des universités, où il existe de nombreux professeurs chinois, maîtres de conférences chinois, doctorants chinois, et on organise ces séminaires avec un centre en Chine et où j'ai sur les écrans des centaines de spectateurs chinois. Et c'est pour cela que également en 2022, je me suis intéressé non seulement aux États-Unis, mais également au Canada. Et j'ai commencé via Arfan, une revue politique canadienne, de publier également en langue française au Canada pour que cette élite chinoise qui remplace non seulement les Québécois francophones, mais aussi tout le Canada jusqu'à Vancouver, eh bien, il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Et donc, par exemple, quand je fais un séminaire à l'intention de l'université de Harbin, eh bien, j'ai les écrans où il y a des multitudes de petites fenêtres, comme je te vois, Sol, Pierrot, eh bien, j'ai des centaines de scientifiques, peut-être natifs même du Brésil, du Canada, même en Inde, qui est quelque peu adversaire de la Chine actuelle, mais peu importe sur le plan personnel. Et je leur balance cette information qui est totalement inconnue, même en France franco-française, car quand on parle de ce mode de sélection en français, eh bien, on retrouve malheureusement cet espoir qu'il y aurait toujours
une forme de connaissance académique attachée à une certaine dextérité. Je me souviens encore, on m'a envoyé de Paris, un journaliste m'a envoyé de Paris les rassemblements de la droite française suite à l'assassinat de ce fameux Quentin, n'est-ce pas? Mm. Il le faisait en face de la Sorbonne. Effectivement, ils méconnaissent vraiment qu'est-ce que cela représente. Et effectivement, il faut suivre. Effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on écoute ces naïfs Zemmour, cette naïve Knafo, cette naïve Le Pen, son clan, aboutissement à leur espoir que oui, cette droite elle est liée à l'ancien savoir qui existait et qui a été remplacé, et non par les étrangers. Eh bien, et je suis en quelque sorte porteur de ce désespoir. Et en Suisse francophone, c'est mieux, on peut le capter. Eh bien, on n'est pas prêt à l'entendre que la fameuse droite universitaire, elle s'accorde parfaitement avec le côté sinistre et il partage les, euh, les ressources tout simplement avec le soi-disant gauche, tout simplement, ils les partagent un peu comme les mafias adverses à Los Angeles ou quelque part n'importe où les États-Unis. Vous avez la Man Salvatrucha et les certains pâtés de la maison et par exemple, bon, où Salvatore ils ne peuvent plus agir, et bien ils agissent en Californie, et bien ceux qui sont natifs que Donald Trump n'a pas pu envoyer les citoyens américains. Et bien, ils le partagent avec la mafia mexicaine du Sud, la mafia de Californie, mafia mexicaine du Nord de Californie. Et qu'est-ce qui se passe pendant que les petits maîtres de conférences ou des professeurs de ces mafias de gauche et de droite s'affrontent? Eh bien, chers spectateurs, les parents, si je peux utiliser le terme italien, de ces mafias, ils trinquent ensemble, n'est-ce pas? Et le comble, ce que ils éduquent les pseudo-élites françaises d'après ceux qui obéissent ce que je démontre dans mes publications françaises. Je vous prie d'arrêter de pomper mes idées et de les voler. Parce que vous êtes la société des plagiaires, chers spectateurs. Tout est publié. Eh bien, on repère sur le plan simiesque, c'est-à-dire des réflexes des singes, comment vous, les gens de droite, comment vous vibrez avec eux. Si vous épousez leur peur, leur phobie, leur folie ou non. Oui, ça se fait effectivement sur le plan d'une meute de singes. Si vous n'êtes pas sur leur longueur d'onde, ce que j'ai expliqué à ceux qui entourent, notamment Peter Thiel aux États-Unis, si celui-là tombait à la faculté de philosophie avec ceux qui l'invitent sous les coupoles, eh bien, il serait calomnié comme votre serviteur. Je vous signale naturellement, mes chers spectateurs, que je suis interdit d'exposer mes idées dans les médias de droite. C'est-à-dire quand il y avait encore le droit à l'ancienne, tel que Jean Ferret, par exemple, j'étais invité quasi
je dirais, de façon hebdomadaire sur Radio Courtoisie. Mais depuis 2011, je suis personne non grata, c'est-à-dire quand on m'a invité là-bas, j'ai oublié le nom de ce monsieur, eh bien, j'ai oublié. Eh bien, on a enregistré une émission et après, l'ISCAN avait interdit la distribution de cette émission, n'est-ce pas? Et idem sur TV Liberté. Naturellement, ils m'ont invité là-bas en 2015. Je suis intervenu une fois et par la suite, naturellement, ils ont reçu les pressions et tout ça. J'ai été ici, en Mhm. Suisse francophone, aux États-Unis, en Chine. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la véritable résistance et qu'est-ce que c'est la fausse résistance en France. Je démontre naturellement comment on joue, il joue avec vos réflexes simiesques. On invite vos représentants et on vous dit indaignez-vous, c'est-à-dire exprimez vos réflexes d'insatisfaction. Mais le problème est que vous n'obtiendrez jamais les réformes, Mhm. sauf si on a besoin de vous mettre avec un drapeau tricolore pour vous amener, vous faire exterminer quelque part à l'Est. Là, vous avez droit de Ah oui. toutes les glorifications, naturellement. Bon, je ferme parenthèse. Eh bien, vous n'avez aucun espoir. Et là, peut-être qu'on peut couper, on peut arrêter cet exposé de ce qui concerne la sélection cérébrale négative et discuter un peu de mes travaux sur Vladimir Nabokov. Pourquoi? C'est étroitement lié à la première partie de mon exposé, à savoir les sélections négatives. Mhm. Parce que, chers spectateurs, vous pouvez autant que vous voulez inviter tous ces anciens rédacteurs et journalistes extrêmement célèbres français, tels que Carl Zero, qui fait d'ailleurs de très belles enquêtes sur la pédocriminalité en France. Vous pouvez autant que vous voulez fustiger mon consanguin juif ashkénaze Jeffrey Epstein. Vous pouvez autant que vous voulez discuter des horreurs qui ont eu lieu sur son fameuse île Little St. James ou de son appartement de 22 avenue Foch à Paris. Eh Mhm. bien, vous ne pourrez pas lutter contre ces milieux si vous s'il vous est interdit, et c'est interdit, et vos grandes chaînes de pseudo-résistance française, chez eux, c'est interdit d'examiner ces choses-là, à examiner les véritables idoles de ces milieux de pédomaniaques qui existent. Les affaires de Jeffrey Epstein nous montrent, même le parti français de ces Mhm. milieux de Jeffrey Epstein nous le montre. N'est-ce pas? Il y avait un certain monsieur Brunel qui se suicidait, plus connu naturellement sous son vrai nom, monsieur Benchemoula, qui se suicidait dans un cadre carcéral français comme son comparse américain Jeffrey Epstein à la prison de Manhattan. Voilà. Eh bien, vous pouvez autant que vous voulez vous indigner, c'est-à-dire on vous laisse, on vous gère comme des singes, on vous laisse vous indigner. Par la suite, on vous propose le personnage Salvatore, puis vous votez pour lui, et ça recommence, n'est-ce pas? Vous savez, on peut aller dans un zoo et examiner les singes et ce sera la même chose. C'est vrai. Eh bien, si vous s'il vous est interdit d'analyser le parcours de ceux
qui ont, à une certaine époque, ont offert les idoles à ces milieux pédomaniaques, comme notre grand écrivain trilingue mort chez nous en Suisse, Vladimir Nabokov, avec sa Lolita, donc, qui a donné son nom au fameux Boeing de Jeffrey Epstein, n'est-ce pas, Lolita Express. Si il vous est interdit de connaître d'authentiques dieux pour ces milieux, eh bien, euh, vous ne pourrez pas les vaincre, n'est-ce Mhm. pas? Euh, le Satan, il envoie sur terre non pas ces grands personnages, mais les petits Méphistophélès, n'est-ce pas, qui sont la part des parts du mal, n'est-ce pas? Et lui-même ne dit jamais. Et ce qu'on vous permet, on vous permet naturellement de s'attaquer à M. Epstein, à sa campagne de nationalité française, Madame Maxwell, n'est-ce pas? Mhm. Mais ceux qui ont été érigés dans les idoles des milieux pédomaniaques, Mhm. Vladimir Nabokov, le culte des personnalités de sa famille, son œuvre, et surtout l'interprétation de son œuvre totalement falsifiée, eh bien, cela vous est totalement interdit. Mhm. Puis les questions qu'on me pose, moi, Monsieur Livry, ce qu'on me posait encore aujourd'hui lors d'une conférence ici en Suisse, en langue française. Mais actuellement, personne ne lit. Comment on peut influencer nos grands milliardaires qui sont les non-lecteurs, exactement comme les professeurs de littérature. Ils ne lisent Mhm. plus. Effectivement, à l'époque où Vladimir Nabokov était amené aux États-Unis, il y avait le milieu qui existait d'Alfred Kinsey et qui promettait naturellement cette idée de sexualité enfantine que combat naturellement Donald Trump par ses réformes internes aux États-Unis de l'Office fédéral de l'éducation. Eh bien, Nabokov, qui était le collègue d'Alfred Kinsey, ils étaient tous les deux entomologues, Mhm. spécialistes des insectes et des papillons, naturellement. Il est venu là-bas, naturellement, aux États-Unis, sinon il ne serait pas tout simplement amené là-bas pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un projet concret. Bon, tu l'exécutes, cette chose-là, ou bon, tu restes dans une pauvreté extrême, naturellement abandonné par ta femme, euh, et bah, tu suivrais peut-être, toi, Vladimir Nabokov, tu serais totalement inconnu, tu serais peut-être obligé de travailler comme ton frère, un de tes deux frères cadets, Sergei Nabokov, pour le ministère de propagande du Mhm. Troisième Reich. Je vous rappelle que le frère, ce qui est un des tabous de ce culte des personnalités de toute la famille de Vladimir Nabokov, et que le frère cadet pendant que Vladimir Nabokov demandait la naturalisation aux États-Unis, son frère cadet, Sergei Nabokov, a quitté Paris pour aller au Troisième Reich et là-bas, une fois abandonné par son compagnon qu'il entretenait, eh bien, il a choisi de servir la cause du Troisième Reich, à savoir ces fameux services fondés par docteur en philologie, docteur Joseph Goebbels, qui s'appelait Vignetta, n'est-ce pas? C'est un nom fameux de l'ancienne mythologie germanique d'un pays qui parfois submergé par des authentiques, même encore qui existent notamment dans la littérature suédoise. Selma Lagerlöf
la première femme prix Nobel en littérature. On parle dans son ouvrage connu. Eh bien, Sergei Nabokov est allé, oui, servir la cause du Troisième Reich. Oui, effectivement, Vladimir Nabokov a dû dissimuler le destin de son frère cadet, puisque marié à ma corréligionnaire juive ashkénaze, il n'aurait jamais pu naturellement lancer sa carrière au moment où le Troisième Reich avait déclaré la guerre aux États-Unis. Dans quelques mois, son frère s'est engagé pour la cause idéologique du Troisième Reich. Et donc, naturellement, ce qui se fait, je finis ces parenthèses, Nabokov naturellement a dû il a su cette information par sa cousine berlinoise, car une grande partie de sa famille est restée au Troisième Reich. Eh bien, il a dû naturellement déclarer partout aux États-Unis qu'il ne maîtrise pas la langue allemande, puis donc il ne pouvait ni pas évoquer le destin de son frère cadet, et par la suite, il a continué à le taire parce que, ne l'oublions pas, qu'il était constamment cette idée que certaines tendances sexuelles masculines est liée à la collaboration. Ça, on avait aussi oublié, mais voilà. Et donc, la vie de Vladimir Nabokov est victime de sa propre prostitution, car il était obligé d'abandonner la femme qu'il adorait, se marier avec une femme extrêmement laide pour qu'elle, appartenant à un clan puissant, l'amène aux États-Unis. Donc, et toute la science nabokovienne est falsifiée. Et c'est seulement, je dirais, ça dure depuis qu'elle existe, depuis plus d'un demi-siècle. Et nous aboutissons actuellement dans un monde où l'idole et Vladimir Nabokov et tout ce qu'il a fabriqué est sacralisé par des professeurs falsificateurs. Et effectivement, ces pédomaniaques prennent cette image de Lolita Express, Vladimir Nabokov, comme quelque chose d'inébranlable, et les petits professeurs universitaires sont déjà, depuis plusieurs générations, sont à leur service, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils se penchent sur les péripéties de Humbert, sa petite Lolita. Vous savez, par exemple, chez nous, chez les Juifs, c'est exactement la même situation. Vous savez que j'ai passé pas mal de temps à Yeshiva, plusieurs yeshivot, d'apprendre la religion, le Torah. Je me suis souvent penché naturellement sur l'histoire des Juifs socialistes. Je vous rappelle que on est venu me tirer pour que j'enseigne à la Sorbonne, on m'a tiré vraiment par le bras pour que j'enseigne la littérature et notamment tout de suite l'œuvre de Nabokov à la troisième année des élèves sans aucune expérience de l'enseignement avec le diplôme de l'historien que j'ai obtenu à l'école d'études en sciences sociales, et ce diplôme était en histoire consacré à la section juive du parti bolchevique, n'est-ce pas? Il y avait un certain commissaire du peuple de 1917, l'Union soviétique, 1918, excusez-moi, à 1930,
1978, naturellement, l'Union soviétique n'existait pas, elle n'existait que à partir de 1922, eh bien, qui s'appelait Joseph Staline, et c'est lui qui chaperonnait, en tant que commissaire des peuples, des sections nationales. Et donc, j'ai fait un travail de recherche unique sur les sections juives du parti bolchevique. Donc, en quelque sorte, je connais comment on traitait mes consanguins du côté soviétique, et également, je me suis penché sur quelque chose qui est extrêmement actuel, à savoir le sionisme. Eh bien, je fréquente, donc, comme je fréquente des bolcheviks, je dirais, les trotskistes cette fois-ci, je fréquente des religieux, je fréquente également des sionistes, comme je fréquente des nationalistes français. Je me souviens, j'étais quasi le seul juif à être publié par Rivarol de Jérôme Bourbon et de Madame Gallic précédemment. Eh bien, qu'est-ce que je vois? Que chaque fois que je entre chez un sioniste occidental, chez lui, on a le portrait de Théodore Herzl, n'est-ce pas? Mais dès qu'on engage la conversation avec eux, je me rends compte qu'ils n'ont jamais ouvert un seul livre de ces grands penseurs germanophones. Je me rends même compte qu'ils me connaissent même jusqu'au titre complet de cette Torah de tous les sionistes, qui est son ouvrage qu'il a publié à Leipzig, Vienne, en 1896, n'est-ce pas, qui appelle Der Judenstaat, l'État juif, ou plutôt l'État des Juifs. Mais ils me connaissent même la seconde partie de ce titre, qui est le Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. C'est l'essai de résolution de Judenfrage, question juive. Et donc, quand on leur parle que c'est Théodore Herzl qui était le premier, celui qui a tenté pour la première fois de résoudre Lösung, apporter la résolution der Judenfrage, il sursaute car ce terme s'associe à une toute autre époque. Non, on ne lit pas, on ne lit rien, on a une posture de grand inculte dans tous les milieux. Et effectivement, il y a, nous avons la même chose dans les études nabokoviennes. Et pour remédier à cela, j'ai commencé par éditer déjà en langue française, mais en fait, mes premiers cours que j'ai gardés secrets pendant plus de 20 ans sur les falsifications des études nabokoviennes et qui sont publiées dans les pays des BRICS en langue française, qui sont naturellement distribués. Et donc, vous, chers spectateurs francophones, vous pouvez aller voir ces publications qui sont disponibles, où je montre non seulement ces côtés pas obscurs, mais qui sont authentiques tabous, car on a essayé de me faire de nombreux procès pour me faire taire. Ma thèse de doctorat sur Nabokov a été plagiée. Et effectivement, dans chaque centre, il existe une bande de falsificateurs qui accourent tout de suite à des médias, à des maisons d'édition, pour tout de suite faire taire les résultats de mes travaux qui sont uniques. Et je n'engage, c'est très important, je n'engage aucune discussion idéologique avec eux. Je montre exclusivement leur falsification. Je démontre que leur unique méthodologie universitaire, c'est celle de la non-lecture et de
rabaissement de Nabokov au niveau de commande politique et idéologique de notre époque, c'est-à-dire on prend un écrivain mort en Suisse en 1977 et on lui attribue les idées qu'on a sur Friedrich Nietzsche qui ont été publiées par d'autres falsificateurs en 2010, par exemple. Mhm. Et c'est comme cela qu'on fonctionne. Et donc, regardez cette publication que j'ai faite dans la revue académique qui s'appelle Le paradigme humanitaire, c'est un article qui a été publié en langue française il y a quelques semaines et qui traite de ce chapitre que j'appelle le cancan des cancres professoraux, où je prends quelques pseudos nabokoviens de l'université francophone et je démontre qu'il falsifie des citations de Nabokov, il falsifie les citations lorsqu'il le compare à Nietzsche, et par la suite, lorsqu'il commence à songer à effectuer une découverte scientifique, qu'on sombre complètement dans le ridicule lorsqu'ils disent que l'action d'un récit de Nabokov dure le temps de l'opéra de Gluck, Orphée, qui dure l'opéra qui dure 1h40, et bien finalement, ce serait dans le cadre d'un opéra réel qui est Parsifal de Wagner, qui dure plus de 4 heures. Donc ça prouve qu'ils n'ont jamais vu les deux opéras, puisque je me souviens encore quand je suis allé voir Opéra de Gluck avec ma deuxième femme, et elle voulait aller bouffer quelque chose. Effectivement, il n'y a pas d'entracte. Mhm. Tandis que si on a Parsifal, bah, on a tout le temps Oui, pour se nourrir ça c'est pendant. vrai. Et donc, c'est comme ça. Et vous comprenez, cher spectateur, je vous parle de quelque chose qui, sur le plan général, d'un désespoir pour vous. Car, par exemple, dans cette affaire, on a alerté le procureur de la République, une université parisienne a financé son avocat pour porter plainte contre moi personnellement. Cette plainte était classée sans suite et par la suite j'ai reçu tout ce qui est à l'intérieur de cette plainte, ce qui réjouit beaucoup certains mécènes universitaires, n'est-ce pas? Eh bien, et par la suite, l'ensemble de l'établissement universitaire français s'est mis à protéger certains types de falsifications ouvertes et on m'a répondu, et là, ce sont des documents officiels que je peux donc distribuer en français, les traduire en allemand, ici en Suisse alémanique, et pour les camarades de Peter Thiel aux États-Unis, et traduire en anglais, les rendre à la Chine pour qu'elle les traduise et les publie. On m'a, les experts du Conseil national des universités ont donné cette personne en exemple. Et par la suite, je commence. De la dernière phrase. Écoutez, c'était coupé. Vous voyez, même là, je suis victime de censure. C'est pas grave, c'est pour ça que j'aime bien intervenir devant les gens. C'est-à-dire, j'ai convié les mécènes de l'université de
Lausanne, par exemple. Ici, en Suisse romande, quelques-uns. Hein. Et je leur explique, regardez comment ça fonctionne, certains services, certaines facultés, que par exemple, le responsable d'une certaine faculté à l'Université de Lausanne aurait un père qui serait venu en France clochard sans papier et qui aurait droit à toute sa intégration dans le cadre universitaire français, à un des gourous de la Sorbonne et maintenant le fils de celui-là et qui se retrouve quelque part à l'université de Lausanne, défend l'ancienne campagne de celui qui a donné le pain et le toit à son père. Et tout cela, cher mécène des universités, on vous présente comme une méthodologie académique et la critique universitaire. Donc, je préfère franchement faire venir les gens dans une salle qu'ils louent via une association helvétique et qu'ils laissent leur portable à l'entrée, que je puisse bien étaler devant eux tous ces documents officiels, donner tous les noms, toutes les citations, et ainsi couper au bout depuis 2011 quelques millions peut-être de francs suisses à certaines facultés. Et je demande naturellement toujours un petit pourcentage. Mhm. C'est normal, je suis un authentique Robin Hood. Mais bon, tu... écoutez, oui, vous savez, comment dire, c'est quand même assez dangereux ce que je fais, Mhm. car il y a la possibilité pour certains de ramper, tu rampes, tu répètes des niaiseries de ceux qui t'ont précédé. Et par la suite, tu obtiens une qualification, c'est-à-dire le droit de chercher, ce que je n'ai pas, de poste de maître de conf. Eh bien, c'est une forme de lieutenant du milieu universitaire, et puis tu rampes encore pendant des années, ou parce que tu n'obtiens jamais le droit même de postuler pour le poste de professeur, parce que par exemple, René Guérin, qui m'a invité à enseigner à l'université de Nice-Sophie Antipolis, eh bien, c'était le responsable de russe à l'université de Nice, mais c'était toujours un maître de conférence. Il est parti à la retraite sans jamais être professeur. Et bien, en revanche, si tu rampes bien, et bien par la suite, au bout de 10, 15, 20 ans, peut-être au bout d'un quart de siècle, tu as le droit d'obtenir la qualification, c'est-à-dire Ausweis, je ne sais pas comment on dit en français, je parle plus en allemand, et bien le droit de chercher le poste, le commissariat t'offre ce droit. Mhm. Seulement après, tu peux éventuellement postuler à un poste de professeur, tu ne l'obtiendras peut-être pas, il passe 2 ans, tu ne rends pas encore, et donc ton droit Smith Mercure, ce n'est plus valable, et bien tu es obligé de ramper encore une fois au commissariat pour obtenir un autre droit, et bien, et pendant ce temps-là, effectivement, je préférais de subir les attaques et les calomnies, les dépositions auprès du procureur. On a même agité une de mes ex-épouses pendant le divorce contre moi. J'ai tous ces documents. Et ça fait bonheur de ceux qui s'intéressent à ceux qui sont actuellement membres de l'Institut de France. Ah oui, parce que naturellement, dans ce cadre de relations universitaires, on vous envoie toujours ces petits quadrupèdes, c'est-à-dire on vous envoie ceux qui vous attaquent. C'est-à-dire comme les chasseurs vous envoient leurs lévriers qui vous aboient, qui essayent de vous mordre naturellement. Donc vous avez la possibilité
Et on vous offre naturellement la première, celle de se baisser, se mettre à quatre pattes et commencer par aboyer à ces chiens qui vous aboient. Donc, je vous, et je vous offre à cette occasion, toujours, chers spectateurs, vous savez, les expertises du Conseil national des universités, où il y a une autre tactique, eh bien, vous gardez votre taille et vous présentez au monde entier, on vit dans une forme de globalisme, eh bien, ceux qui vous les envoient. Mhm. Et puisque ceux qui vous les envoient, ils passent par certaines académies, ils veulent devenir immortels. Eh bien, Mhm. on peut peut-être leur offrir une autre forme de l'immortalité, laquelle a peut-être une chance de, pour notre Occident. Car si, pas maintenant naturellement, mais mes publications en langue française, ces relations avec le Conseil national des universités, c'est-à-dire le mode de sélectionnement des sélectionneurs, comme il Mhm. est interdit de critiquer même le moindre fonctionnaire de l'université française, car tout de suite, ils vous répondent, vous vous attaquez à l'université française, comment voulez-vous chercher avoir droit de chercher un poste à l'université française seulement si vous critiquez un des membres, donc par conséquent, vous vous attaquez à l'université française tout entière, et tout est la même chose naturellement en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, et c'est ça qu'en fait, cette nuance-là, chers spectateurs, c'est vrai, c'est le plus précieux, car lorsqu'on vous l'envoie cette forme de rapport avec le tampon de la République française, eh bien, vous pouvez le présenter à certains mécènes de l'université française ou par exemple à certains ministres de Donald Trump, lesquels mènent actuellement une politique aux États-Unis et où on leur répond, c'est vous qui empêchez la discussion libre, puisque c'est ça l'argument. Et c'est pour ça que les wokistes académiques orduriers quittent naturellement les États-Unis. Et effectivement, car ils veulent que cette inside, ces choses internes, des sélections cérébrales négatives à l'université française demeurent. Mhm. Et ce à quoi on aboutit, je finis là, naturellement, je fais une guise de conclusion, une forme de conclusion. Nous aboutissons à une dégradation progressive de type même humain. Et nous voyons cette chandala, qui peuvent être des professeurs suisses, italiens, scandinaves, etc., qui portent toujours les habits de caste sacerdotale, mais qui sont gérés. Il y a une forme de gestion interne Mhm. et paranoïaque. C'est le premier réflexe. Le peur du groupe qui se trouve parmi les clans des professeurs de droite, parmi les clans des professeurs de gauche. Et donc, vous avez des groupes simiesques qui ont tout simplement une étiquette qui fait agir les foules, mais qui élève leur leader politique, n'est-ce pas? Mais qui sont effectivement, euh, qui ont qui auront toujours, et ce que j'explique dans mes publications, et je vous prie de les citer, pas les plagier comme vous le faites, cher ami francophone, eh bien, j'explique que dans les mesures où le réflexe bestial par lequel vous êtes sélectionné
Ce n'est plus le savoir, ce n'est plus la fidélité au texte chez les philologues, mais la paranoïa groupusculaire. J'ouvre les parenthèses, je présente souvent le cas d'un de ces professeurs de Toulon qui a fait tout pour que ma thèse de doctorat soit soutenue et qui par la suite a commencé, et s'est rendu compte dans quelle galère il se trouvait, m'a dénoncé auprès de l'ICRA, n'est-ce pas, à cause d'une publication qu'à l'époque j'ai fait chez Jean Robin. Donc lui-même à l'époque il était au courant. Et il m'a même envoyé la copie de sa dénonciation auprès de l'ICRA qui a obligé Jean Robin à enlever cette publication, laquelle naturellement ce qui m'a incité de mon côté de publier ce texte chez un éditeur académique. Eh bien, et pendant ce temps-là, celui qui m'a dénoncé, ce professeur universitaire, il fréquentait Radio Courtoisie. Mais puisque c'était un professeur universitaire, il a continué à être reçu là-bas, tandis que moi, qui n'entre dans aucun clan, n'est-ce pas, j'ai été chassé. Mhm. Je préviens tout le monde. Vous le savez tous. Chaque fois que j'interviens, c'était par exemple même quand je suis intervenu en Suisse romande devant les caméras, c'était à l'invitation de la résistance helvétique. Bah, tout de suite à la fin, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, c'était même, je ne sais pas si c'était filmé, vous pouvez le voir sur YouTube, ou peut-être c'était coupé, mais il y avait les représentants de certains partis de France qui sont venus et qui m'ont dit, bah, Monsieur Livry, prenez contact avec Marine. Non, non. Et ça se passe toujours comme ça. J'interviens devant les groupes. Maintenant, depuis ce rendez-vous, ce colloque chez Résistance helvétique, je suis revenu chez vous en Suisse romande, dans le Valais, dans le canton de Genève, le canton de Vaud, Neuchâtel et même les cantons bilingues, Fribourg et Berne. Eh bien, là, je balance vraiment parce qu'il n'y a pas de ce souci de caméra, avec les noms, vraiment, les parcours. Depuis le petit maître de conférence jusqu'à l'Institut de France, professeur émérite, eh bien, ce qui se passe, c'est toujours la même chose. On vient et on me propose, Monsieur Livry, entrez chez nous dans nos rangs. Ce ne sera jamais, cher ami. Non, non, non. Non parce que je suis contre vous, chers spectateurs. Non, vous connaissez par l'ensemble de mes travaux que mon désir le plus chaud, c'est que vous soyez sauvés de façon christique et terrestre. Mais je ne veux pas perdre mon temps avec vous parce que vous n'arrivez Mhm. pas. N'est-ce pas? Il faut que vous ayez au moins 20% de vos élites qui osent dire merde. Mais non, cher ami, ce qui sélectionne, vous les sélectionneurs, ce sont les anges qui pètent bien parfumés, bien coiffés, bien habillés, peut-être pas aussi bien que moi, mais ils sont guidés par les réflexes simiesques, ressources, reproduction, domination sociale, et puis un chape de plomb de paranoïa. Et vous voyez que si vous allez me le proposer, et vous allez me proposer de frémir avec vous. Et de toute façon, ça ne va pas marcher, on va se fâcher. Ouais. Exactement comme chaque fois que j'interviens devant les groupes, même des mécènes universitaires qui vont éventuellement me payer en coupant les subventions à quelques universités aux États-Unis, en Suisse, eh bien, je vous dis toujours, hein, ça ne vous plaît pas, reprenez votre téléphone, surtout ne me filmez pas et partez. Mhm. Je n'ai pas besoin d'abonnés. Et oui,
Et malheureusement, nous allons vers un désastre, euh, non seulement civilisationnel, mais anthropologique. Hmm. Et vous n'avez pas d'échappement, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous sauver. C'est pour ça que tu as écrit La race et l'Ellade, dont j'ai écrit la préface, qui est un livre extraordinaire et que j'encourage tout le monde à lire. Acheter d'abord et à lire. Lisez naturellement, mais le problème que nous avons, c'est que même lire un ouvrage sans enseignement des personnes super chiantes comme moi, vous ne pouvez pas parvenir. Je sais que je casse les affaires de M. Conversano, qui est le propriétaire de cette maison d'édition, contre qui d'ailleurs j'ai rien, n'est-ce pas? Surtout que depuis qu'il est cancer, il est malade de cancer, je me suis éloigné tout simplement et je ne me suis jamais attaqué à lui, n'est-ce pas? Hmm. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde lequel est fabriqué un être occidental, pseudo-intellectuel, lequel est une espèce de guignol géré par les besoins simiesques, les paranoïas et l'arrogance. Et regardez par exemple le destin de cet adversaire au pugilat de Daniel Conversano, qui est Alan Soral. Naturellement, je suis de la culture russe, c'est Alexandre Dugin qui me publie et Soral se sauvait en Russie. Donc, c'est logique que même ce matin, on me posait question. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, c'est chaque fois que ça arrive, c'est moi qui dis les choses qui peuvent malheureusement arriver. C'est que soit elle rentre en Suisse, ce qu'il ne veut pas, euh, eh bien, elle va se retrouver incarcérée, n'est-ce pas? Soit Mhm. il va rester en Russie. Il va même obtenir l'asile politique si le Dieu lui prête vie. Et il peut, c'est malheureusement son destin, se retrouver dans une prison russe. N'est-ce pas, cher ami? Hein? Personne n'ose le dire, n'est-ce pas? Mais on m'a déjà écrit à ce propos depuis la Russie, où un ancien fondateur de SOS Racisme vit et qui est copain de certaines personnes bien placées au Kremlin. On va laisser Soral s'exprimer. Je connais le schéma des deux côtés, c'est pour ça qu'on me déteste, n'est-ce pas? Et en Russie, il y a 7 ans, on était en guerre. Et moi, je suis pour la liberté totale, pour la suppression de toutes les lois iniques depuis les lois de Marchando d'avril de 1939 que c'est Golem de Gaulle a remis en marche de 1944, n'est-ce pas? Je suis pour la suppression de toutes ces lois liberticides, naturellement, mais en Russie, il y a les lois qui étaient copiées, naturellement, des lois, de lois qu'on appelle du code pénal russe 282, n'est-ce pas? Et depuis la Russie, on m'a envoyé déjà que Soral viole certaines plus clauses de ces lois, n'est-ce pas? Et par la suite, il y a la loi de 2016 qu'on appelle la Lex Forissonia russe, passée en deuxième lecture, qu'on appelle la loi Yarovaya. Madame Yarovaya, elle a présenté cette loi en deuxième lecture, et elle dit, en France, il y a la loi Fabius Guissot qui a permis de poursuivre un certain, nommé ce certain professeur lyonnais, un grand, immense spécialiste sur Arthur Rimbaud. J'adore les travaux de Robert Faurisson, spécialiste de Arthur Rimbaud. et, et bien,
c'est la loi de l'article du code pénal russe 354.1. Mhm. Interdiction C'est de vrai. contester, n'est-ce pas, les décisions du tribunal de Nuremberg et tout cela. Donc, on m'a déjà énuméré que oui, d'ailleurs, le binational comme moi, franco-suisse, sauf que lui, il les a hérités et moi, je les ai obtenus. Et sans jamais me prostituer, sans jamais me marier pour ça, comme certains professeurs slavistes. Eh bien, eh bien, on va laisser, je pense, on va laisser Soraya s'exprimer depuis le sol russe. Et puis, ouais, donc je le conseille d'aller en Iran, parce que là-bas, c'est moi d'ailleurs, on ne va pas mentir, c'est moi qui étais donc auteur du journal Rivarol, et à l'époque, après naturellement on m'a coupé, comme partout, on envoyait à chacun de ces groupes de droite française quelqu'un bien placé pour me faire taire, c'est pas grave. Mais et via ce Rivarol, j'étais en correspondance avec Vincent Renoir avant qu'il ne finisse en Grande-Bretagne. Et c'est moi qui l'avais conseillé. Partez à Mhm. Téhéran, demandez asile politique. Vous allez obtenir, si vous conduisez bien, vous allez obtenir là-bas la chaire de littérature française, civilisation française. Et puis, avec les moyens de votre faculté de Téhéran, vous avez droit de parler. Je pense qu'il aurait mieux peut-être failli me suivre mes conseils. Bon. Vous savez, je n'ai aucun attachement, ni j'ai cet avis de l'ancien temps, c'est-à-dire il y a le Dieu le Père, n'est-ce pas? Dieu le Père, ça peut être un Dieu Dionysos, n'est-ce pas? Un Dieu bachique, le Père libre, comme on l'appelait si on le traduit directement de latin, n'est-ce pas? Et c'est le Dieu Père. Donc, j'ai la fidélité à cette divinité paternaliste. Et si la terre-mère, c'est-à-dire la mère, devient une fille de joie, je n'ai aucun attachement à cette mère qui n'est plus digne de ce qu'elle était lorsqu'elle a copulé avec le Dieu. Et si vous allez, chers Français, avoir la fidélité à une certaine Marianne ou à n'importe quelle gueuse en Allemagne, en Suède et en Italie, sous les auspices actuels, ben, vous allez peut-être mourir sur le front oriental quelque part ou tout simplement vous allez être interné par peuple entier dans certains camps de concentration. Et ce ne sera plus un conslager numérique, non, réellement. Mhm. Je ne vous Mhm. souhaite pas. Allez, on Bien va sûr. arrêter là. Bien sûr. Anatolie, je te remercie beaucoup et je mettrai le lien à ton site, comme toujours, sous le descriptif de la vidéo. Parfait. À très Merci, bientôt. Pierrot, et bon, à bientôt, peut-être dans un an et demi. Ou dans un lager.